France Info et France 24 présentent Bonjour, il fait à nouveau la tournée des capitales. Mohamed Ben Salman, alias MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, en visite en France en cette fin de semaine, reçu par Emmanuel Macron. Oubliez l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, Riyad n'est plus un repoussoir. Le retour du paria MBS, comme l'avait baptisé Joe Biden. On va en parler avec la journaliste indépendante Audrey Lebel, auteure de Nos amis saoudiens aux éditions Grasset. Le voilà en tout cas qui fait son marché parmi les stars du football. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, un temps pressenti, lui a finalement préféré Miami. Toujours est-il qu'il est de retour sur le devant de la scène MBS, comme nous le montre pour France Télévisions Agnès Baramian. C'est l'histoire d'un prince qui s'offre des stars du football, Ronaldo, Benzema, et qui les fait acclamer. 60 000 fans pour Karim Benzema à Jeddah, son nouveau club. Jeu de lumière, grand spectacle et ferveur. I hope, inshallah, we're gonna do the big things. To put the team in the high level. Le sport, mais aussi le tourisme, enjeu de pouvoir sur l'Arabie Saoudite qui veut se réinventer. Avec le sport, l'objectif est de changer d'image, ne plus être le pays du rigorisme religieux, ennemi des droits de l'homme, mais celui dans lequel les célébrités veulent vivre. Alors l'Arabie fait des chèques. 200 millions d'euros de salaire par an pour Ronaldo, même somme pour Benzema, du jamais vu. Ça peut paraître déraisonnable. Sauf qu'avec ces 200 millions d'euros, on a à la fois un ambassadeur pour le pays, pour son championnat, capable de dynamiser ce dernier et en même temps de faire parler de l'Arabie Saoudite en bien partout dans le monde. Ça vaut largement un budget de communication global. L'Arabie ambitionne de recruter une dizaine de sportifs, dont le Français Hugo Lloris, et veut organiser la Coupe du Monde 2030 sur 3 pays, avec l'Égypte et la Grèce. Les sportifs sont les meilleurs promoteurs du pays. Why do we travel? À l'image de Lionel Messi, ambassadeur du tourisme en Arabie. Le tourisme, c'est l'autre carte du prince Ben Salman. Et les projets sont fous. Une ville futuriste tout en longueur et en miroir. Une station de ski en plein désert. Un monument symbole gigantesque au cœur de Riyad, l'équivalent d'une tour Eiffel. Des projets pour attirer 100 millions de visiteurs et faire très vite du tourisme une source de revenus. L'objectif, c'est effectivement de faire que le tourisme constitue à peu près 10% du PIB, au lieu de 2,5% aujourd'hui. Et surtout, c'est de faire que le tourisme ne soit plus réduit au tourisme religieux, ce qui était le cas jusqu'à présent. L'Arabie Saoudite est pressée car en retard sur ses voisins, le Qatar pour le football, les Émirats pour le tourisme. Pour sa vision, Mohamed Ben Salman a provisionné 620 milliards de dollars dans un fonds souverain, de quoi réaliser son rêve de prince. Audrey Lebel, le but c'est quoi? Concurrencer Dubaï, le Qatar aussi? Notamment, c'est de les concurrencer sur ces domaines où, effectivement, comme l'a dit le reportage, ils sont déjà beaucoup plus avancés que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui tâche de développer ces domaines-là pour sortir du tout pétrole, c'est la vision 2030 de MBS. Et effectivement, notamment avec les Émirats arabes unis, Riyad a une espèce de concurrence au niveau culturel parce que elle se dit, mais si les Émirats arabes unis ont leur Louvre à Abu Dhabi, pourquoi nous, à Riyad, on ne pourrait pas bénéficier des mêmes infrastructures? Ne plus dépendre de la seule rente pétrolière, le temps presse à ce point? Oui, le temps presse à ce point parce que les objectifs qui avaient été mis en place ne sont pas du tout atteints pour le moment, qu'il y a une véritable urgence à développer les autres domaines qui pourraient permettre des rentes au royaume saoudien et qu'il est urgent de véritablement mettre le pays en marche dans ces différents domaines. Ce projet Vision 2030, c'est le projet vraiment porté par un homme, Mohamed Ben Salman, c'est son bébé?
C'est son projet phare. Ouais. Il a dévoilé cette vision 2030 en 2017 lors de ce qui se voulait être l'équivalent du forum de Davos, du forum du désert de Davos, où véritablement, devant un public qui rassemblait tout le Gotha de la finance internationale et des puissants, cet événement qui a d'ailleurs été créé par un Français, Richard Attias, il a véritablement exposé toutes les idées et toutes les volontés de faire de Riyad un royaume qui allait briller sur la scène internationale aussi. On peut véritablement développer le tourisme à tout crin lorsqu'on pratique un islam rigoriste. C'est compatible ? C'est tout le problème, c'est que c'est quand même compliqué dans la mesure où on n'en a pas parlé là dans le reportage, mais il y a aussi un autre site touristique qui est celui d'Aloula, qui est mis en valeur par l'Arabie Saoudite depuis l'arrivée de MBS, qui se veut l'équivalent de Petra en Jordanie, qui se veut sa petite sœur. Et à Aloula, en plein désert, les femmes occidentales également ne pourront pas être vêtues de la même manière qu'en Occident. Elles seront obligées de porter le vêtement traditionnel, le voile traditionnel. Donc, on imagine que ce sera quand même compliqué, vu les chaleurs extrêmes en plus dans le désert et encore plus au moment des périodes estivales. On voit mal comment ça pourra véritablement devenir quelque chose d'extrêmement couru par les touristes. Autre changement qui a surpris, on s'est mis depuis Mohammed Ben Salman à parler réchauffement avec Israël. Et oui, l'ennemi héréditaire d'une partie du monde arabe. La normalisation semble possible. Lucas de Villepin pour France Télévisions à Jérusalem. Oui, les indices d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite se multiplient. D'abord, les avions israéliens ont reçu depuis quelques mois seulement l'autorisation du royaume de survoler son espace aérien. C'est une grande première. Ensuite, des vols pourraient très bientôt relier directement Tel Aviv à Jeddah pour permettre à des Palestiniens de se rendre au pèlerinage du Hajj à la Mecque. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et puis, il y a ces déclarations diplomatiques. La semaine dernière, le ministre saoudien des Affaires étrangères a dit qu'une normalisation avec Israël était dans l'intérêt de la région. L'Arabie Saoudite serait prête à franchir le pas en échange d'une relance du processus de paix israélo-palestinien, pas forcément la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. En échange, le royaume saoudien demande l'aide des États-Unis pour développer son programme nucléaire. Alors il y a tout de même des obstacles à cette normalisation. L'opinion publique saoudienne reste très attachée à la cause palestinienne. Et puis en Israël, ici, il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir depuis plus de 6 mois. Il a une rhétorique, des actions très dures vis-à-vis des Palestiniens. En Cisjordanie, les violences entre Israéliens et Palestiniens sont quasi quotidiennes et cela freine évidemment l'espoir d'une normalisation un jour entre Israël et l'Arabie Saoudite. En échange, on l'entend Audrey Lebel, les Saoudiens réclament donc le soutien des États-Unis à leur programme nucléaire civil. Ils en sont où concrètement ? Ils ne sont pas beaucoup plus avancés qu'il y a quelques années. C'est quand même des décennies qui parlent de développer leur programme nucléaire. À ce titre, la France notamment avait expliqué qu'elle allait signer aussi des contrats avec l'Arabie Saoudite pour vendre plusieurs centrales nucléaires. Et on n'a jamais vu la couleur de ces centrales nucléaires. Aujourd'hui encore, on ne voit pas du tout d'avancée sur ce domaine. Donc, comme souvent avec l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de paroles, mais il y a peu d'actes véritablement suivant ces paroles. Et oui, justement, la France dans tout cela, Gaël Jordana, où en sont les relations commerciales entre Paris et Riyad ? Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que l'Arabie Saoudite est le premier pays exportateur de pétrole brut au monde. Plus de 7 millions de barils par jour. Son premier client, c'est la Chine avec 24% des exportations. Finalement, la France, c'est un tout petit marché, 1% seulement des exportations. Nous, la France, bien sûr, on importe du pétrole. 8% de notre pétrole vient d'Arabie Saoudite. Et cela pèse lourd sur nos finances. 4 milliards d'euros en 2022, c'est le double de l'année précédente, tout simplement parce que les cours de pétrole ont augmenté dans le délai. Nos échanges de biens totaux entre la France et l'Arabie Saoudite représentent 10,7 milliards d'euros.
À cause de ce prix du pétrole, eh bien, il y a un déficit dans la balance commerciale de 2,7 milliards d'euros. Pourquoi ? Eh bien, parce que les produits pétroliers bruts et raffinés représentent 96% de nos achats. La France vend notamment des avions à l'Arabie Saoudite, vend un peu de produits pharmaceutiques, produits de l'alimentation, mais cela ne suffit pas. En revanche, la vente d'armes, cela rapporte. L'Arabie Saoudite, c'est le 5e acheteur d'armes pour la France. 381 millions d'euros de prise de commande en 2021. Depuis 2012, c'est la maudite somme de 10 milliards d'euros qui ont été dépensés par l'Arabie Saoudite en faveur de la France. Et Mohamed Ben Salman, qui est donc venu en France, Audrey Lebel, qu'a obtenu Paris de Riyad? Mais pour l'instant, pas grand-chose, comme c'est très souvent le cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, malgré les sons de cloche de la part de nos dirigeants qui se vantent d'avoir signé des contrats, d'avoir obtenu des accords qui vont rapporter des milliards, comme on le dit, parce que ça date pas seulement d'Emmanuel Macron. À sa décharge, ça fait des décennies qu'on entend ce refrain et que véritablement, il n'y a pas tellement de conséquences. Ou alors la que France qui devait assurer la protection du territoire saoudien, on s'en souvient, sous Nicolas Sarkozy, ça ne s'est pas fait. Non, ce contrat ne s'est jamais concrétisé. De la même manière que le contrat pour le TGV qui devait relier Médine à la Mecque n'a jamais été concrétisé non plus. Ce sont les Coréens qui ont raflé la donne. Donc c'est tout le problème et tout l'enjeu, en fait. C'est que finalement, malgré toute cette volonté de recevoir MBS, le royaume saoudien, de dévoiler le tapis rouge, on n'a pas tellement de résultats espérés au bout du compte. Moins que dans nos relations avec le Qatar et les Émirats arabes unis, dont on nous dit plus proches. On est effectivement plus proche des Émirats arabes unis et du Qatar. Macron aurait davantage voulu s'implanter, ou en tout cas créer une relation assez forte avec MBZ, donc avec Mohamed Ben Zayef, qui est le dirigeant des Émirats arabes unis. Donc oui, en plus, c'est pas du tout à la même hauteur, c'est pas à la même échelle qu'avec ces deux autres États à qui on dévoile. Bon, encore une fois, on ne déroule pourtant pas autant le tapis rouge. Pourquoi ? Parce qu'on dépend aujourd'hui du pétrole saoudien. C'est la guerre en Ukraine et notre volonté de prendre nos distances avec la Russie qui crée cette situation ? Oui, mais c'est pas seulement... Alors effectivement, depuis le début de la guerre en Ukraine, évidemment, on est d'autant plus dépendant du pétrole saoudien. Mais c'est pas seulement depuis la guerre. Ça fait des décennies, encore une fois, que c'est le cas, où véritablement... on est presque soumis à l'Arabie Saoudite. Et on le verra d'ailleurs à la fin de cette émission. En tout cas, parmi les projets censés placer l'Arabie Saoudite sur la carte des grandes nations, il y a l'organisation pour 2029 des Jeux asiatiques d'hiver. Oui, vous avez bien entendu, les Saoudiens comptent d'ici là se doter d'infrastructures et notamment de pistes de ski. Le projet Neom, cette mégapole du futur en train d'être construite en plein désert. On va en voir les images dans un instant, mais là, c'est un projet sérieux réellement. C'est un projet sérieux qui a été dévoilé là aussi lors de la grande vision 2030 de MBS en 2017. Donc oui, c'est déjà quelque chose qui est dans les tuyaux. En revanche, effectivement, concrètement, est-ce que c'est vraiment réalisable ? J'ai plusieurs de mes interlocuteurs qui me disent que c'est quand même beaucoup d'utopie. Vous voyez en tout cas comment les Saoudiens vendent leur projet. A unique global destination driven by cutting-edge technology, set in a pristine landscape. This is Trojena. Breathtaking architecture and innovative engineering fold seamlessly into the natural landscape. Ascend to a vertical village, a portal connecting the digital and the physical. The seasonal climate provides a multitude of high-altitude adventures in the Arabian Peninsula, with the region's first outdoor ski experience. You can climb and hike, or row and sail. Live in luxury on the mountain slopes. Welcome to Trojena, the mountains of Neom. Et c'est déjà la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent
Suite du monde dans tous ses états, l'Arabie Saoudite à nouveau sur le devant de la scène. On continue d'en parler avec vous, Audrey Lebel. Et parmi les secteurs censés placer l'Arabie Saoudite sur la carte du monde, il y a le tourisme et les grands événements sportifs, on vient d'en parler. Il y a aussi le cinéma, avec la réouverture des salles obscures. Voilà 5 ans, le royaume se tourne résolument vers le 7e art pour en faire un outil de sa promotion. À travers des tournages, bien sûr, des festivals comme celui de la Mer Rouge, l'Arabie Saoudite tisse sa toile. Voici un extrait du magazine Reporter pour France 24, signé Thomas Paga et Mathieu Baudouin. Trois jeunes femmes au cinéma. La scène serait anodine partout ailleurs dans le monde. Mais nous sommes en Arabie Saoudite. Les salles obscures sont ouvertes depuis quelques années seulement. Auparavant, ces jeunes femmes ne sortaient que dans les galeries commerciales. Se divertir le soir était impensable pour des célibataires. Aujourd'hui, Safia, Rim et Salwa fêtent une grande première. Avant, tout le monde avait peur. On se disait « Oh, il y a un garçon, je ne peux pas y aller ». Mais maintenant, tout va bien, on peut parler librement. Oui, les femmes sont plus à l'aise. Elles sont plus libres, même pour des petites choses du quotidien. C'est très bien. Le cinéma, c'est un premier pas. Voilà, on fait des petits pas. La société s'ouvre progressivement. Comme d'autres dans la salle, elles utilisent en permanence leur téléphone. L'Arabie Saoudite est déjà ultra connectée, mais découvre seulement aujourd'hui le grand écran. Oui, je suis sur les réseaux, comme tout le monde. Là, c'est ma première fois au cinéma. J'ai vraiment hâte que ça commence. C'est la fin d'un interdit unique au monde, en vigueur depuis 35 ans dans cette monarchie ultra-rigoriste. La décision d'un homme, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Un geste d'ouverture au monde de la part d'un despote décidé à appliquer à son pays la thérapie du choc. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Alors honnêtement, on ne va pas laisser les idées extrémistes nous pourrir la vie pour les 30 prochaines années. Nous allons les détruire, ici et aujourd'hui. Mais c'est aussi un moyen de sortir l'Arabie Saoudite de sa dépendance au pétrole. Le cinéma, à lui seul, devrait rapporter plus de 20 milliards d'euros d'ici 2030 et encourager le tourisme dans un pays jusque-là complètement fermé. Quand vous voyez un film dans lequel il y a un super paysage, une ville, vous voulez les visiter. Objectif, redorer l'image du pays. Faire oublier qu'ici, les militants des droits de l'homme et les journalistes sont traqués, emprisonnés ou assassinés. Un pays où nous serons escortés par des employés du ministère des Médias pendant tout notre tournage. Où la liberté d'expression, le droit de manifester ou de critiquer la monarchie n'existe pas. Est-ce que je peux parler de ça ? Cette opération de propagande repose sur les épaules d'un monarque tout-puissant qui, à force d'intimidation, a fini par concentrer tous les pouvoirs. Il est arrivé, il a dit maintenant le chef c'est moi. Et aujourd'hui, il décide tout seul. On le voit, Audrey Lebel, la réouverture des cinémas a marqué un espace de liberté pour la jeunesse saoudienne, notamment les femmes. Mais les films projetés en Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas tout montrer. Ah ben non, non, évidemment, ils ne peuvent pas tout montrer. Et par rapport à l'ouverture des cinémas, à la réouverture des cinémas, c'est évidemment une avancée. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire puisque depuis 35 ans, il n'y avait pas eu cette ouverture de cinéma. Mais il faut rappeler que c'est une certaine catégorie de la population saoudienne qui peut s'offrir une place de cinéma à un coût extrêmement élevé. Ce n'est pas l'ensemble des Saoudiens qui peuvent aller facilement au cinéma. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, on ne peut pas tout montrer puisqu'on reste dans un pays qui prône le wahhabisme, enfin qui est le berceau même du wahhabisme, donc l'islam ultra-rigoriste. Et donc, on ne peut pas montrer des scènes dénudées entre différents acteurs, on ne peut pas montrer des scènes de baisers, on ne peut pas montrer des choses qui offenseraient les croyants. On diffuse du cinéma, on en produit aussi, hein. On investit à l'étranger, comme dans le dernier film de Maïwenn, Jeanne du Barry, avec le thème de la courtisanerie. On est tout de même loin de la pudeur saoudienne en matière de mœurs. C'est ce qui a parlé de schizophrénie.
Ah ben si, complètement. Après, ça va aussi avec la volonté de MBS de réduire la place des ultra-rigoristes, des religieux en Arabie Saoudite. Mais ce qui est important de souligner là aussi, c'est que ça fait partie d'une stratégie de soft power de la part de l'Arabie Saoudite pour montrer l'image d'un royaume qui se modernise, qui est en train de révolutionner les mœurs. Et c'est important que ça passe notamment par le cinéma, par la culture. C'est pas anodin si le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes de la dernière édition, donc effectivement le film de Mai Wen, a été en partie financé par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, avant 2018, n'avait jamais mis les pieds sur la croisette. C'est à partir de ce moment-là que vraiment il diversifie et qu'il se tourne vers le cinéma. Que la France joue un rôle non négligeable dans ce secteur, puisqu'il y a eu des formations d'étudiants saoudiens en France, qui a des contrats... À la Fémis au Gobelin. Oui. Exactement, à la Fémis au Gobelin, qui a des contrats qui ont été signés, renouvelés entre les différentes écoles, et que des grandes figures du cinéma français, telles que Catherine Deneuve, ont été inaugurées la première édition de ce qui se veut l'équivalent saoudien du Festival de Cannes, qui est donc le festival du film international qui a eu lieu à Jeddah sur la mer Rouge et qui montre une image extrêmement importante puisque en ayant l'égérie française du cinéma, en ayant une telle personnalité influente, on s'achète une crédibilité sur la scène internationale. L'Arabie Saoudite regarde aussi, et peut-être surtout du côté de la Chine. Les deux pays viennent d'annoncer 10 milliards de dollars d'investissement commun. Yen Ali à Pékin pour France 24. À peine quelques jours après le départ du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Riyad a accueilli les bras ouverts les leaders économiques et politiques chinois. Accords pétroliers, contrats miniers et investissements dans les énergies renouvelables ont été signés entre le pays hôte et l'invité principal. Parmi eux, un contrat d'une valeur de 5,6 milliards de dollars entre le gouvernement saoudien et une entreprise chinoise de véhicules électriques, alors que Riyad, bien sûr, essaye de diversifier son économie. On note également la présence d'entreprises chinoises qui figurent sur la liste de sanctions du gouvernement américain, accusées d'avoir contribué à la surveillance de la minorité ouïghour. La Chine s'impose donc de plus en plus dans la région face aux États-Unis, du moins dans le domaine du commerce, du business, si vous voulez, entre pays peu scrupuleux avec les droits de l'homme. La prochaine étape pour Pékin, si les conditions seront réunies, serait de conclure un accord de libre-échange avec les 6 monarchies et émirats qui constituent le Conseil de coopération du Golfe. L'Arabie Saoudite qui traite avec le concurrent numéro 1 de Washington, qui se rapproche aussi d'ailleurs grâce à la Chine de l'Iran. C'est quoi? C'est une manière de se venger de ce qu'avait dit Joe Biden. Il voulait faire d'MBS un paria. En tout cas, c'est un beau pied de nez à l'égard de Washington. Et effectivement, c'est une belle revanche de la part de MBS, qui déjà, avant que Biden soit élu, avait des rapports difficiles avec Washington du temps de Barack Obama, où là, entre les deux, il y a eu Donald Trump. Ouais, ça s'était quand même considérablement réchauffé. Le premier voyage à l'étranger de Donald Trump, c'était justement l'Arabie Saoudite. Oui, ça s'était considérablement réchauffé. Et puis est arrivé de nouveau Joe Biden, qui effectivement le traite de paria. Donc oui, c'est une revanche véritablement pour MBS. La politique de l'Arabie Saoudite aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis n'est guidée que par l'ego? Non, parce que les États-Unis restent quand même un acteur extrêmement important pour l'Arabie Saoudite dans la région. Ça reste un partenaire quand même extrêmement fort. Et l'Arabie Saoudite dépend toujours d'une certaine manière de Washington, beaucoup moins que par le passé, où c'était clairement presque les laquais de Washington. Mais clairement, aujourd'hui, ça s'est considérablement rééquilibré. Un accord de sécurité lie quand même toujours les deux pays. Oui. Oui, depuis 1932, effectivement, depuis la création du royaume saoudien. Donc, de fait, les Saoudiens ne peuvent pas vraiment se permettre de véritablement tourner le dos aux États-Unis d'Amérique. Oui, c'est pétrole contre sécurité, historiquement. L'Arabie Saoudite et son or noir, justement, entre deux chocs pétroliers. Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, ici même en France, s'est défendu d'une visite à l'époque en Concorde. Voyez les images. Toujours impressionnant, le Concorde. Et c'est la 4e fois que le président français se déplace à bord du supersonique. États-Unis, Zaïre, Iran il y a à peine 3 mois, et aujourd'hui l'Arabie Saoudite.
Avec une deuxième surprise cet après-midi à l'aéroport de Riyad, l'accueil par le roi Khaled, pourtant annulé il y a une quinzaine de jours pour raison de santé. Au programme de Valéry Giscard d'Estaing, une course de chevaux et un dîner sous la tente pour demain, l'un des seuls pays arabes sans doute qui n'a pas sacrifié toutes ses traditions à son immense fortune. Et parallèlement, 3 ou 4 entretiens avec les principaux dirigeants du pays, sans cérémonie particulière, sans faste, des contacts que l'on annonce comme devant être autant politiques qu'économiques. Et c'est donc la première fois qu'un chef d'État français se rend en visite officielle en Arabie Saoudite. Personne ne s'y trompe, l'enjeu est important. C'est ici, à Riyad, que se fait ou se défait toute la politique arabe, y compris la politique du pétrole. Et s'il est vrai que l'Arabie Saoudite est devenue le premier fournisseur de pétrole à la France, il est vrai aussi que pendant 4 jours, il va falloir essayer de combler l'incroyable déficit de la balance commerciale entre les deux pays. 13 milliards de francs de Riyad vers Paris, 1 milliard de francs seulement de Paris vers Riyad. Et avec ce voyage, Audrey Lebel, Valéry Giscard d'Estaing avait promis à l'époque aux contribuables français d'alléger leurs factures d'essence. C'est ce qui s'était passé ? Ouais, il avait dit que ce nouveau partenariat avec le Royaume saoudien allait permettre aux Français de payer moins cher son pétrole, et ça n'est jamais arrivé. De la même façon que, comme le dit le sujet, les contrats doivent arriver avec... entre la France et l'Arabie Saoudite, doivent rapporter des milliards à la France. Et en fait, ça n'est pas du tout le cas. Il y a toujours un déficit. Ce que vous décrivez tout de même depuis le début de cette émission dans la relation entre la France et l'Arabie Saoudite, pardonnez cette image, mais c'est une succession de mirages dans le désert, finalement. Ah, clairement, c'est exactement ça. C'est une succession de mirages. C'est une succession d'espoirs de remporter des contrats qui seront mirobolants. Sauf qu'au final, ça n'arrive jamais. Et on est même clairement presque les vus comme des clowns par les Saoudiens, parce que nous, Français, on estime qu'on peut être les outsiders de Washington, ce qui, dans les faits, n'est absolument pas le cas. Merci Audrey Lebel. J'en profite pour rappeler le titre de votre ouvrage, Nos amis saoudiens chez Grasset. D'ailleurs, après vous avoir écouté, pourquoi nos amis ? C'est toute la question, et c'est tout l'enjeu de ce livre, c'est de se demander ce que vraiment ça nous rapporte que d'avoir des relations avec l'Arabie Saoudite. On ne peut pas s'en passer, évidemment, mais qu'il faudrait peut-être rééquilibrer le rapport pour que ce soit véritablement une relation beaucoup plus juste. Merci encore, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.